Parler du capitalisme aujourd'hui, étudier le capitalisme aujourd'hui, ce n'est pas évidemment un sujet très original, je dirais même qu'on ne fait que cela. En revanche, il n'est pas inintéressant de se poser la question de la date à laquelle le capitalisme se met en place, et surtout de savoir s'il n'y a pas d'anachronisme quand on parle de capitalisme pour des périodes reculées. Peut-on parler de capitalisme dans l'Antiquité? Peut-on parler de capitalisme au Moyen-Âge, à l'époque moderne? C'est toute la question dont je vais traiter aujourd'hui. En effet, l'histoire est la science qui étudie les faits dans leur singularité, tout en essayant de trouver des cohérences entre ces faits eux-mêmes. Ce n'est pas une histoire de la pure contingence, ce n'est pas une science de la pure contingence, de pure conjecture, justement, mais enfin, il faut être précis sur les termes. Il faut s'entendre sur les mots. Le capitalisme, donc. Le capitalisme n'est pas synonyme d'économie de marché. Ce n'est pas parce que vous avez des échanges entre des individus ou entre des groupes que l'on peut parler de capitalisme. Cette économie de marché-là, elle existe, je dirais, non pas depuis la nuit des temps, ce serait exagéré, mais enfin on a des preuves, déjà à l'époque du Paléolithique, il y a des échanges divers entre des populations. Le marché étant justement ce lieu où des opérateurs économiques, des agents économiques vont échanger un bien contre un autre dont ils ont besoin. Le capitalisme, c'est pas ça. Même si on entend souvent cette confusion entre économie de marché et capitalisme. Ce sera donc l'objet de la leçon, que d'essayer de comprendre comment le capitalisme s'est formé dans la principauté de Liège au XVIe siècle. Donc il y a déjà de cela plus de 400 ans, 450 ans. Avant d'aborder l'objet même de cette leçon, il s'agit de redéfinir ou de définir tout simplement le cadre spatial et le cadre temporel, le cadre chronologique où nous nous situons. Derrière moi, vous avez une carte qui représente nos régions au milieu du XVIe siècle, et plus précisément au moment où le prince de nos régions, Charles Quint, abdique en 1555. Vous allez voir que sur cette carte, il y a des couleurs différentes parce qu'effectivement, ces différentes principautés territoriales qui dépendent de la couronne de Habsbourg ont des statuts parfois différents, et surtout parce que au Moyen-Âge et au temps moderne, il existe des enclaves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité entre certains de ces duchés, que certains de ces duchés peuvent ne pas être contigus. Vous voyez ici le comté de Flandre, le duché de Brabant, le comté de Hainaut, le comté d'Artois, le comté de Namur, le duché de Luxembourg, et enfin ici le duché de Limbourg. Tous ces territoires dépendaient directement de la couronne de Charles Quint, et il se fait qu'après son abdication, tous ces territoires vont dépendre de la couronne, vont dépendre de Philippe II, son fils.
trouve, qui coupe en deux ces Pays-Bas, ce que l'on appelle les Pays-Bas à l'époque, c'est la principauté de Liège. Cette principauté de Liège, vous voyez, elle commence dans une région qui se trouve maintenant dans la province de Hainaut. Vous voyez que Thoin, qui est dans la botte du Hainaut, fait partie de la principauté de Liège. Vous voyez que c'est le cas également de Philippeville. Vous avez Mariembourg. Vous voyez également que Dinan fait partie de la principauté de Liège, ici, Comouilly. Bien entendu, la ville de Liège elle-même, Saint-Tron, Tongres et Hasselt font également partie de la principauté de Liège, ou plus exactement dans la partie thioise, T-H-I-O-I-S-E, thioise, c'est-à-dire la partie de la principauté de Liège où l'on parle un dialecte flamand, le thiois, le thiois, qui vient de Deutsch, en fait, le thiois. La partie septentrionale ici de la principauté de Liège, à partir de ceci, c'est ce que l'on appelle le comté de Looz, L-O-O-Z, comté de Looz, qui a été annexé à la principauté de Liège déjà au Moyen Âge. Voilà, ça c'est donc le cadre spatial dans lequel je vais évoluer dans l'heure qui vient. Maintenant, replaçons les choses un petit peu dans leur cadre historique, dans leur cadre chronologique. Vous voyez donc, d'une part, vous avez les anciens Pays-Bas, qui dépendent de la couronne des Habsbourg, et d'autre part, vous avez la principauté épiscopale de Liège. Je vous ai expliqué, il n'y a pas si longtemps de cela, que l'Empire germanique comprenait des principautés archiépiscopales, des principautés épiscopales, des principautés abbatiales, c'est-à-dire des principautés ecclésiastiques à côté de toute une série de principautés territoriales laïques et des villes libres d'empire, bien sûr. Au XVIe siècle, ont été mis en place des cercles d'empire, je vous en ai parlé également avant-hier, et la principauté de Liège n'a pas été mise dans le même cercle que le reste des Pays-Bas, qui ont fait partie du cercle de Bourgogne. Donc déjà, bien qu'il y ait une proximité géographique, la principauté n'appartient pas au même cercle d'empire que les comtés-duchés qui dépendent des Habsbourg. Ensuite, une autre frontière va être établie lorsque, en 1559, lorsque le roi d'Espagne, Philippe II, qui est en même temps notre prince naturel, comme on disait à l'époque, va exclure, je dirais, les territoires des anciens Pays-Bas de l'évêché de Liège. Donc la restructuration des diocèses dans nos régions se fera donc en évitant la superposition de territoires ecclésiastiques appartenant à l'évêché de Liège, car il y aurait pu y avoir une ambiguïté par rapport au pouvoir temporel et spirituel du prince-évêque.
Enfin, il faut savoir que au XVIe siècle, la situation politique et militaire de la principauté et des anciens Pays-Bas n'est pas du tout la même. La principauté sortait d'un siècle de fer, de sang, de feu, alors que nos régions au XVe siècle avaient été très prospères, à l'époque des ducs de Bourgogne. Les choses vont changer dans la deuxième moitié du XVIe siècle parce que c'est à ce moment que les Pays-Bas se révoltent contre Philippe II. Et donc ce sont ces régions-là qui vont beaucoup souffrir. Ce sera le cas également au XVIIe siècle, à part la période des archiducs dans le premier tiers du XVIIe siècle. Le XVIIe siècle était appelé jadis dans les manuels scolaires, et à juste titre, pour une fois, le siècle de malheur, puisque le XVIIe siècle a été le moment où les anciens Pays-Bas, c'est-à-dire la Belgique, vont être un véritable champ de bataille où les armées françaises, surtout les armées de Louis XIV, vont venir se battre. Ce sera le cas jusqu'au début du XVIIIe siècle. Donc, quand la prospérité des Pays-Bas commence à décroître, au milieu, je dirais, du XVIe siècle, arrive le moment où arrive l'heure de la prospérité de la province de la principauté de Liège. Donc, les anciens Pays-Bas et la principauté de Liège ne suivent pas le même calendrier dans l'histoire politique et dans l'histoire militaire. Pour aborder le sujet d'aujourd'hui, il faut évidemment se poser la question du lait du Moyen-Âge. Si je parle de capitalisme au XVIe siècle, on doit tout à fait légitimement se poser la question de ce que c'était, enfin, s'il y avait ou non un capitalisme déjà au Moyen-Âge. On peut aborder le sujet de deux manières. Sur le plan de l'idéologie, tout d'abord, il est vrai qu'au Moyen-Âge, dans l'Église catholique, et encore par la suite, et même, je dirais, dans l'Église luthérienne, qui va naître au début du XVIe siècle, le prêt à intérêt est mal vu. Et surtout le prêt à intérêt qui exige des intérêts élevés, autrement dit ce que l'on appelle l'usure. La recherche du profit n'est pas une valeur qui est considérée à cette époque-là. C'est mal vu. On recherche son salut, on ne cherche pas avant tout à faire son salut sur terre en s'enrichissant. Donc on pense à son salut dans l'au-delà. Il y a des auteurs allemands du début de ce siècle, en particulier Max Weber, W-E-B-E-R, et d'autre part Sombart, S-O-M-B-A-R-T, qui ont réfléchi
au type de mentalité qui était propre au développement du capitalisme. Max Weber a publié en 1904 et en 1905 deux articles célèbres qui ont été réunis sous la forme d'un volume par la suite. Alors, cet ouvrage s'intitule « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Donc, c'est un ouvrage en allemand, c'est du Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Donc, dans cet ouvrage, Max Weber défend la thèse selon laquelle le calvinisme en particulier vient à point pour justifier la réussite des gens d'affaires, puisque, selon Calvin, les êtres humains sont prédestinés dès avant leur naissance, ils reçoivent ou ne reçoivent pas la grâce de Dieu, et par conséquent, si vous réussissez dans la vie, c'est que Dieu l'avait voulu. Vous étiez prédestinés, et donc ce n'est pas un péché que de s'enrichir, puisque tout simplement vous réalisez l'objectif de la volonté divine qui vous concerne, vous en particulier. Cette théorie de la prédestination est tout à fait contestée par les catholiques. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite cet ouvrage dans sa traduction française chez Plon. Alors récemment, publié par l'Académie royale de Belgique, Bruno Coleman a donc édité un livre qui s'intitule « Capitalisme européen, l'ombre de Jean Calvin », qui abonde dans le sens de Max Weber. Quant au deuxième ouvrage que je vous citais, c'est celui de Werner Zombart, donc Le bourgeois dans sa traduction française, qui porte pour sous-titre Contribution à l'histoire morale et intellectuelle de l'homme économique moderne. Donc vous voyez que ces deux auteurs essayent de comprendre le phénomène du capitalisme via la psychologie. Donc en allemand c'est Der Bürger. Un autre auteur qui est antérieur, d'une quarantaine d'années, un peu moins, qui est certainement beaucoup plus connu que les deux autres dont je vous ai parlé, c'est évidemment Karl Marx, qui publie en 1867 son livre, ici c'est le livre premier du Capital, Das Kapital, en allemand, où il s'interroge en particulier sur le problème de l'accumulation primitive du capital, c'est-à-dire le moment pendant lequel les capitalistes peuvent avoir ce capital minimum qui, en s'accumulant, va pouvoir être investi dans des industries et donc rentrer pleinement dans le système du capitalisme. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a moyen d'aborder le capitalisme dans sa formation par deux biais. Le biais de l'idéologie, c'est le premier biais dont je vous ai parlé ici. Il y a un deuxième biais qui est celui des pratiques économiques effectives.
peut-on dire que le Moyen-Âge n'a jamais connu de pratique capitaliste? Deuxième question, après le problème de l'idéologie. Or, on voit que déjà au Moyen-Âge, et au Moyen-Âge finissant, la rente est une pratique courante et que la plupart des biens sont hypothéqués. Or, qu'est-ce que c'est que la rente, sinon que d'avoir en loyer des intérêts sur un bien, que ce bien soit mobilier ou immobilier. Il existait aussi, en outre, au Moyen-Âge, des marchés, des foires. Il existait déjà au Moyen-Âge des mines qui étaient exploitées. Donc vous voyez que déjà au Moyen-Âge, et ce phénomène se trouve en Flandre, mais aussi dans la partie septentrionale de l'Italie, il y a donc des pratiques de type capitaliste. J'ai bien dit de type capitaliste. Maintenant, on va voir s'il s'agit vraiment de capitalisme. En ce qui concerne la principauté de Liège, on va s'interroger sur les formes du capitalisme au XVIe siècle. On va voir s'il existe déjà un capitalisme financier, un capitalisme industriel et un capitalisme commercial, que traditionnellement, jadis, on faisait se succéder. D'abord capitalisme commercial, puis capitalisme industriel et enfin capitalisme industriel. En fait, on va voir que ces trois formes du capitalisme ont coexisté et que je dirais que ce qui apparaît généralement comme la dernière phase du capitalisme est peut-être la première, donc la dernière des phases habituellement énoncées, est peut-être la première et peut-être la condition qui permet aux deux autres formes de se développer. En effet, dans la principauté de Liège, la situation précaire de cet État liégeois qui a un statut de neutralité, en tout cas après Erard de la Marck, qui est le prince-évêque de Liège au début du XVIe siècle, eh bien ce statut de neutralité nécessite pour l'État liégeois d'être très armé pour éviter que la principauté ne devienne la proie de voisins puissants. C'est ainsi que l'État liégeois va devoir, pour se protéger, emprunter beaucoup d'argent, lever beaucoup d'impôts, qui sont les deux voies traditionnelles pour un État pour avoir, comment dirais-je, des espèces sonnantes et trébuchantes. Et c'est ainsi que des emprunts vont être levés par l'État liégeois, qu'il va y avoir même des loteries, comme à l'heure actuelle, qui vont être mises en place par l'État pour avoir donc ces espèces sonnantes et trébuchantes. En plus, toute une série d'impôts, comme des accises, vont être levés, vont être affermés à des particuliers. Et au XVIIe siècle, une ferme générale va être instaurée. Ce qui signifie quoi,
en conclusion, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le capitalisme, pour se développer, a eu besoin, dans le cas particulier de Liège, mais ce n'est pas vrai seulement pour la principauté de Liège, d'une collaboration entre les pouvoirs publics et les particuliers. Car ce sont les particuliers qui, grâce, par exemple, aux fermes, ce sont donc ces particuliers qui vont pouvoir accumuler des fortunes importantes et disposer dès lors de capitaux considérables qui vont pouvoir être investis. Donc vous voyez, premièrement, nécessité d'un capitalisme financier. 2, capitalisme industriel. Ce capitalisme industriel va se développer dans la principauté de Liège, qui dispose d'une part de houille en abondance et d'autre part de mines de fer. Dans un premier temps, c'est la houille à distinguer donc du charbon de bois. Ici je parle du minerai. Donc la houille qui dans un premier temps peut être exploitée si elle affleure, mais à partir du moment où les gisements qui affleurent sont épuisés, il va falloir inventer des techniques, des machines qui permettent d'aller chercher cette houille en profondeur dans le sol. Ça nécessite des fonds importants. Et seuls les financiers, dont il était question tout à l'heure, ces particuliers qui bénéficiaient de rentes importantes et en particulier des revenus liés à l'affermage des impôts, eh bien ce sont donc ces financiers qui vont apporter ces premiers fonds. Dans le domaine de la métallurgie, là aussi, il va falloir des fonds importants. Pour pouvoir acheter des terres où l'on sait que l'on va pouvoir trouver du fer en quantité, on va avoir besoin également de beaucoup d'argent pour acheter le minerai si soi-même on ne le produit pas. Il va falloir beaucoup d'argent également pour acheter de la houille, bien sûr. Dans le secteur de l'armement, la principauté de Liège, dans la deuxième moitié du XVIe siècle au XVIIe siècle, va être un des leaders du marché. Avec des gens comme Louis de Geer, G-E-E-R, dont la famille va s'établir dans le sud de la Suède, où elle va faire fortune. On peut parler également de Jean Curtius, C-U-R-T-I-U-S,
dont les affaires vont s'étendre jusqu'en Espagne. Dans le domaine de l'alunerie, ce sera également la même chose. La principauté de Liège va produire, ou en tout cas exploiter pour sa commercialisation de l'alun. Alun, ça s'écrit A-L-U-N. L'alun, c'était une matière qui était destinée, qui servait en fait à fixer la couleur sur les draperies. Le pape avait des mines d'alun très importantes dans les États pontificaux. Papier ? Oui, oui. Alors, autre domaine important, le domaine du salpêtre, entre autres, hein, puisqu'on est dans le domaine de l'armement. Voilà, je vous ai dit un certain nombre de choses concernant, je dirais, le capitalisme industriel. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait 3 formes de capitalisme et que ces 3 formes, en fait, se soutenaient les unes des autres et qu'il ne fallait pas voir obligatoirement une succession de ces 3 formes dans le temps. C'est donc le capitalisme commercial. Après le capitalisme financier, le capitalisme industriel. Le capitalisme commercial. Il ne suffit pas de produire et d'avoir les moyens de produire sur le plan financier. Encore faut-il qu'il y ait un élément supplémentaire, c'est qu'il y ait des marchés qui soient disponibles, autrement dit, qu'il y ait une demande de la part d'agents économiques, tant à l'intérieur de la principauté de Liège qu'à l'extérieur de celle-ci. À partir du moment où vous pouvez produire en grande quantité avec des machines, ou plus exactement, oui, on peut dire des machines, sauf qu'on est à l'ère pré-industrielle ici, hein, avec des moyens qui réduisent le coût de ces matières premières, ou plutôt de ces matières transformées, vous allez pouvoir augmenter la demande tout à fait logiquement, puisque le coût de revient aura baissé. Il faut savoir que la houille, ça s'utilise, entre autres, dans des tas de secteurs, pas seulement la métallurgie, mais entre autres pour les brasseries. Évidemment, on n'utilise pas la houille pour la boire, puisque ça se fait à partir de l'orge en particulier, et des houblons. Mais on a besoin de la houille pour faire chauffer les bassins. Donc il y a toute une série de secteurs où la houille est nécessaire dès lors qu'on a besoin d'énergie calorique, voire mécanique. Quand je dis voire mécanique, c'est parce que dans le cas des mines, pour pouvoir évacuer l'eau qui se trouve au fond des puits, il faut évidemment des moyens particuliers. Ça ne se fait pas comme ça. C'est ce qu'on appelle l'exore, E-X-H-A-U-R-E, de l'eau. Il existe donc non seulement un marché intérieur au sein de la principauté de Liège, je vous parle des brasseries, j'aurais pu parler des clouteries, etc., mais aussi un marché extérieur, puisque à l'extérieur de la principauté de Liège, au-delà de ses frontières, il y a des guerres. Les anciens Pays-Bas sont en guerre. La France est en guerre. N'oubliez pas qu'il y a les guerres de religion, il y a aussi les guerres de religion en Allemagne. Donc ça veut dire que les industries liégeoises vont pouvoir fonctionner à plein. Alors, à partir de quel moment peut-on dire que l'on est dans du capitalisme et pas simplement dans de l'économie de marché? À partir du moment où il y a la conjonction
de la recherche de l'innovation technique, d'une part, d'autre part, de fonds importants qui permettent à cette innovation technique de pouvoir se faire, mais où, surtout, il y a une modification radicale des mentalités, où l'objectif de certains acteurs économiques n'est plus de penser à son salut dans l'au-delà, mais de penser déjà à sa réussite sur Terre. Donc quand on parle d'éthique protestante et d'esprit du capitalisme, je parle de Max Weber, cette éthique, il se fait qu'on va la trouver non seulement chez les calvinistes, mais on va la trouver également chez un certain nombre de catholiques. Parce qu'en fait, ce sont les mentalités de l'époque qui vont se transformer et que l'on entre donc dans une nouvelle ère. Celle de la recherche systématique du profit. Alors, comment ce profit est-il acquis? Eh bien, ce profit est acquis à partir du moment où la demande d'un certain nombre de produits, je vous ai parlé des mines de houille, je vous ai parlé des mines de fer, je vous ai parlé plus généralement de la métallurgie, eh bien, dans la mesure où cette demande augmente fortement et qu'il y a entre le prix de revient à l'unité de certains produits et d'autre part le coût de la main-d'œuvre, des salaires, du prix des matières premières, une marge telle qu'il devient très intéressant de produire en grande quantité, et là, on est dans le capitalisme. Donc vous comprenez, c'est cette marge entre d'une part le prix de revient et le coût de la main-d'œuvre et d'autre part le prix de vente réel qui est celui qui interviendra sur le marché justement. Vous allez avoir une telle différence entre ces deux courbes, une courbe ou une ligne qui est plus ou moins stable, et d'autre part une courbe qui tend vers l'exponentielle, cette marge devenant importante, l'idée de faire du profit à tout prix devient, je dirais, une forme de pensée. On finit par penser comme ça. Vous remarquerez que cette idée, elle est toujours présente, elle est même obsédante à l'heure actuelle quand on parle de compétitivité, puisqu'il s'agit de maintenir ou de réduire, dans certains cas, les salaires pour avoir une marge de manœuvre entre le prix de revient et d'autre part le prix de vente, une marge importante. Maintenant, on a vu ce que c'est que l'esprit capitaliste. On va passer à une étape supérieure qui est celle de l'existence de nouvelles formes d'entreprise. Nouvelles formes d'entreprise, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie qu'au Moyen-Âge, en tout cas pour les villes, la règle, c'était pour les artisans, pour les industriels, pour les fabricants marchands, de travailler dans le cadre du système corporatif. C'était quoi le système corporatif? C'était un système où les professions étaient organisées par métier. Chaque corporation édictait des règles strictes quant à la production, à la fabrication des biens,
permettait de garantir la qualité des biens produits, mais ces corporations édictaient aussi des règles en matière de salaire, en matière de durée du travail journalier, etc., etc. Ces corporations étaient dirigées par des maîtres qui commandaient à des compagnons et à des apprentis. À partir du XVIe siècle, ce cadre va éclater. Il va éclater. Et vous allez avoir des bailleurs de fonds qui, tenez-vous bien, et on en a des cas concrets dans la principauté de Liège, qui vont garder à eux, dans le cadre d'un contrat avec les fabricants, parce que les fabricants finalement ce sont eux les industriels, 9/10 des bénéfices. Donc ça veut dire que le financier apporte des fonds, il s'associe avec un fabricant, donc un industriel, et l'industriel ne gardera que 10% des bénéfices. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la structure des corporations du Moyen-Âge. Le fabricant lui-même, c'est-à-dire celui qui a construit, je dirais, qui fabrique véritablement les biens, n'est lui-même qu'un personnage de second rang à côté du financier. On va voir également de nouvelles structures qui se mettent en place, structures personnelles, dans le cas des houillères, structures personnelles et verticales dans le cas de la métallurgie. Donc ce sont déjà des structures très modernes que l'on trouvera, qui vont se développer à partir du XIXe siècle et encore plus au XXe siècle. Maintenant, après vous avoir dit tout ça, il s'agit de comprendre et de voir quelles ont été les implications sociales de cette nouvelle organisation de l'économie. Et vous allez voir encore quelle est l'actualité de mon propos. Les gens riches, c'est-à-dire les rentiers, vont s'associer de plus en plus, enfin les vieux rentiers, si je puis dire, les rentiers qui existaient déjà au XVe siècle, vont s'associer de plus en plus par le biais de mariages, par exemple, à des financiers, des nouveaux riches, donnant lieu à des fortunes de plus en plus importantes. Comme ces grandes familles à Liège auront de l'argent, elles vont réorganiser le système politique. Longtemps, le prince-évêque de Liège avait son mot à dire, et plus que cela, il nommait les bourgmestres de Liège. À partir du moment où il y a des grandes familles qui ont de l'argent, ce système va se corrompre. Et il y aura donc un lien étroit entre, d'une part, la haute finance, l'industrie et d'autre part le pouvoir politique. C'est intéressant quand même de le noter, parce que ce qui paraît peut-être banal dans le cadre de certains régimes de type, ce qu'on appelle des républiques bananières, mais pas seulement des républiques bananières, vous pensez bien, ça existe chez nous aussi dans des pays qui se disent civilisés sur le plan politique,
des liens étroits donc, entre les grandes entreprises, la haute finance et d'autre part la politique. Et d'autre part, vous allez avoir des ouvriers dont les moyens de subsistance sont de plus en plus faibles, qui ont une condition de plus en plus précaire, parce qu'ils n'appartiennent pas aux corporations et parce qu'ils ne sont pas soutenus par l'État qui fixait les prix minima des produits. Ils ne sont pas concernés. Donc vous allez avoir, comme à notre époque, des individus, une classe d'individus où les gens deviennent de plus en plus riches, une classe de prolétaires où les individus deviennent de plus en plus pauvres, et entre les deux, une petite bourgeoisie au statut instable et précaire, petite bourgeoisie qui comprend les maîtres, les compagnons des anciennes corporations, qui ne sont pas encore entrés dans le système capitaliste et qui, évidemment, seront amenés à disparaître un jour. Donc vous voyez l'intérêt d'étudier le XVIe siècle, c'est qu'on peut voir justement une anticipation de notre système économique et social actuel. Comment les choses vont-elles évoluer maintenant dans la deuxième moitié du XVIe siècle et au XVIIe siècle? Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, je vous l'ai dit, des personnages vont devenir de plus en plus riches. Il va y avoir des grands financiers, même des grands industriels. On peut dire que l'âge d'or de la principauté de Liège commence à partir de 1570. Dans le dernier tiers du XVIe siècle, que la principauté, ou en tout cas qu'une classe sociale de grands financiers et de grands industriels naît. Vous remarquerez évidemment que c'est lié à la conjoncture internationale, puisque dans les anciens Pays-Bas, c'est le moment où a lieu la révolte des Pays-Bas. C'est dans les années 1570 que cette révolte d'une partie des Pays-Bas contre Philippe II se produit. C'est donc le moment où, dans les Pays-Bas espagnols, on a besoin, en tout cas l'État a besoin d'armes qui vont enrichir donc ces métallurgistes et ces financiers liégeois. Dans le courant du XVIIe siècle, et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, les anciens Pays-Bas deviennent un véritable champ de bataille. Liège en profite, mais souvenez-vous, les incidences de cette réorganisation d'économie, de ce passage de cette économie, je dirais, plus traditionnelle, corporative, à cette économie capitaliste, c'est qu'il va y avoir deux classes sociales qui vont véritablement se former, même si leurs contours ne correspondent pas précisément, exactement aux classes sociales du XIXe siècle et de notre époque. Le rôle de l'historien est justement de voir que le contour des classes sociales n'arrête pas d'évoluer, et c'est ainsi que vous allez avoir des conflits sociaux importants dans la principauté de Liège. Vous allez avoir d'une part ceux qui tiennent pour le prince-évêque, pour les familles aristocratiques ou bourgeoises qui sont autour de lui. Ce sont ceux que l'on appelle les chirous, C-H-I-R-O-U-S,
N-O-U-X. Et en face de cela, vous allez avoir le parti des malcontents, des mécontents. Le parti populaire, c'est le parti des grignoux. G-R-I-G-N-O-U-X. Donc les chirous et les grignoux, d'autre part. Le XVIIe siècle sera donc un siècle où se produiront des luttes sociales importantes à Liège. Conclusion de mon exposé. Alors, conclusion de mon exposé. Mon objectif était d'essayer de comprendre quelles sont les formes du capitalisme voici un peu plus de 4 siècles. Et voir s'il y avait donc moyen de définir ce capitalisme au sens strict. Peut-on parler d'un capitalisme comme celui de notre époque? Évidemment pas. Ce n'est pas le même capitalisme. Pour autant, s'agit-il d'une différence de nature ou s'agit-il d'une différence de degré? Autrement dit, est-ce que quantitativement ou qualitativement, il s'agit d'un phénomène économique différent? Ce qui est sûr, c'est que sur le plan quantitatif, je dis bien, la production houillère et la production dans le domaine de la métallurgie dans la deuxième moitié du XVIe siècle dans la principauté de Liège est évidemment beaucoup plus basse que la production que l'on aura dans la deuxième moitié du XIXe siècle dans le bassin de Liège ou dans la première moitié du XXe siècle. Il n'y a pas de doute. Donc on ne travaille pas sur les mêmes échelles. En cela, on peut dire qu'il ne s'agit pas d'un capitalisme de même dimension. Ça, c'est sûr. Et ces différences doivent être marquées. En revanche, quant à la nature du capitalisme, peut-on parler du même capitalisme? Ben oui, même si c'est un capitalisme qui paraîtrait très archaïque pour les financiers ou pour les industriels à l'heure actuelle, il n'en demeure pas moins que ce capitalisme qui se met en place au XVIe siècle est incontestablement à l'origine de celui qui va se mettre en place, par exemple, à l'époque de John Cockerill, dans le premier tiers du XIXe siècle. Il n'y a aucun doute de cela. Je ne sais pas si le terme capitaine d'industrie soit vraiment le terme approprié, mais vous avez bien compris qu'il fallait en tout cas qu'il y ait une accumulation primitive du capital suffisante pour que des fonds puissent être dégagés et investis dans l'industrie. Puisque dans cette industrie, il fallait dégager des fonds importants quand on voulait exploiter des mines à une profondeur justement considérable. Vous avez compris également que ces financiers ont fait leur fortune grâce à une collaboration indirecte avec les pouvoirs publics, puisque c'est le besoin d'argent des pouvoirs publics à un moment donné où la principauté de Liège devait protéger sa neutralité, eh bien c'est ce besoin d'argent des pouvoirs publics qui a fait que ces financiers ont pu investir, ont pu racheter la perception des impôts, ce que l'on appelle les fermes, et que donc tout est lié. Capitalisme financier, condition nécessaire pour que le capitalisme industriel se développe, mais il fallait aussi, je le répète dans cette conclusion, qu'il y ait des marchés qui soient disponibles.
Et l'on a vu que la conjoncture politique et militaire de la deuxième moitié du XVIe siècle et du XVIIe siècle, eh bien, cette conjoncture a été favorable pour que l'industrie houillère et l'industrie métallurgique se développent dans la principauté de Liège. Les profits, et systématiquement, je dirais plutôt la recherche du profit, a été systématique, et là, on peut dire qu'il s'agit vraiment de capitalisme, modification d'état d'esprit. Il n'est plus honteux, même si certains déjà au Moyen-Âge considéraient que ce n'était pas la honte absolue, vous savez, mais il n'était plus honteux de considérer que gagner beaucoup d'argent et surtout investir pour en avoir encore plus après soit quelque chose d'anti-chrétien. Et c'est donc cette marge entre les prix de revient de la main-d'œuvre et des matières premières, et d'autre part le prix de vente des produits transformés, qui, devenant de plus en plus importants, ont incité ces capitalistes, car je crois qu'on peut vraiment les appeler comme ça, à croître, je dirais, à ces fortunes à croître dans le courant du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Il me reste maintenant à vous montrer quelques livres. Alors, tout d'abord, des ouvrages généraux. Alors, Le capitalisme de Claude Gessua, en que sais-je, ouvrage dans lequel vous avez une introduction historique, il fait quand même une quarantaine de pages, donc les origines du capitalisme, il y a 40 pages ici, un peu moins de 40 pages, 35 pages. Jacques Heers, La naissance du capitalisme au Moyen-Âge, vous voyez que c'est dans la collection Tempus, donc c'est pas trop épais, 300 pages, mais enfin, c'est un sujet tellement important que ça vaut la peine d'être acheté et lu. De Frédéric Moreau, dans la collection Nouvelle Clio, le XVIe siècle européen, aspect économique. Alors, d'Immanuel Wallerstein, Le système du monde du XVe siècle à nos jours, tome 1, Capitalisme et économie monde, et ça couvre vraiment la période que j'ai traitée ici, 1450-1640, c'est chez Flammarion. Alors, un maître ouvrage paru en 1979 de Fernand Braudel, c'est le tome 3 de sa civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e-18e siècle, le temps du monde. Donc, c'est une histoire, le tome 3 porte sur l'histoire du capitalisme au temps moderne. Alors, du même auteur, un résumé de ces 3 volumes, sous la forme de conférences qu'il a prononcées aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, Le dynamisme du capitalisme chez Artaud. Ça, vous pouvez le lire aussi, hein. C'est quand même c'est pas très gros, et l'auteur, il développe la fameuse idée de l'économie monde, ou des économies monde. Alors, Finance et financier d'Ancien Régime, de Bouvier et Germain Martin, que sais-je. Alors, de Robert Mandrou, Les Fougueurs, propriétaires fonciers en Souabe, 1560-1618, publié chez Plomb. Les Fougueurs, vous savez, ce sont ces banquiers qui, avec les Welser, ont prêté de l'argent à Charles XV, qui lui a permis d'emporter la couronne impériale contre François Ier. Hein? Alors, c'était des banquiers, des financiers, mais au XVIe siècle, un placement sûr, à côté de tous les placements qu'ils ont pu faire dans des secteurs variés comme banquiers, ça restait la terre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il ne faut pas être anachronique et imaginer qu'à cette époque-là, ça aurait été comme à l'heure actuelle, où on ne faisait que jouer à la bourse. Hein. C'est pas vrai. La terre reste, jusqu'à la Révolution française, pour beaucoup de gens, le placement le plus sûr. Alors,
Maintenant, histoire générale. Alors, pour avoir le contexte de l'histoire de Belgique, principauté de Liège et anciens Pays-Bas au XVIe siècle, vous devez prendre le tome 3, le tome 4 de l'histoire de Belgique de Henri Pirenne, un grand classique. Jean le Jeune, la principauté de Liège. C'est une histoire de la principauté de Liège. Plus récemment, sous la direction de Bruno Demoulin et Jean-Louis Cuper, histoire de la principauté de Liège de l'an 1000 à la Révolution chez Privat. Dans la collection Notre passé pour l'époque qui précède, Lutte sociale à Liège, 13e et 14e siècle, de Fernand Vercotteren dans la collection Notre passé. Alors évidemment, l'ouvrage le plus important sur lequel je me suis basé pour préparer ce cours est la thèse de Jean le Jeune, La formation du capitalisme moderne dans la principauté de Liège au XVIe siècle. Alors, ici c'est un petit livre, je ne sais pas si je vous le montre, oui, ça s'intitule Sambre et Meuse, chemin de science et d'humanisme. En fait, c'est l'histoire à la fois scientifique et industrielle de cette région. De Georges Ansotte, La couterie liégeoise et la question ouvrière au XVIIIe siècle. Et enfin, pour terminer, de Anne-Marie Bogart-Damin, L'industrie du fer du XVIe siècle à 1815, dans la collection Wallonie, Art et Histoire. J'ai dit.